Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Voici les principaux titres. Le Premier ministre a présenté aujourd'hui le programme de son gouvernement lors de la séance d'ouverture de la session budgétaire de l'Assemblée nationale. Et dans l'actualité internationale, restrictions sanitaires renforcées dans les métropoles européennes. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. La séance d'ouverture de la session budgétaire de l'Assemblée nationale a eu lieu ce matin et a été présidée par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, et en présence également du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. À leur arrivée donc à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed ont eu droit donc à un piquet d'honneur et tapis rouge donc pour les deux personnalités avant de rejoindre la grande salle de l'hémicycle où se tenait donc cette séance d'ouverture. La cérémonie donc a débuté par l'hymne national et une minute de silence a été observée en hommage au défunt émir du Koweït, Cheikh Sabah Jaber Al-Ahmed Al-Sabah, dans Djibouti donc, qui a entamé depuis hier un deuil national de 48 heures pour lui rendre hommage. Et c'est au cours de la session budgétaire que les élus du peuple ont débattu et échangé en vue d'adopter le budget de l'État pour l'année à venir, un acte majeur qui implique clairvoyance, sens des responsabilités et des priorités. Cette session budgétaire qui s'ouvre s'annonce riche et extrêmement productive avec débats et travaux qui vont converger donc vers l'intérêt général et le développement économique du pays. La séance d'ouverture a vu la participation des membres du gouvernement, des parlementaires, des représentants des organismes internationaux, des préfets des régions de l'intérieur, des officiers des différents corps armés, ainsi que la société civile. Et dans son intervention d'ouverture de la séance, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a indiqué que les débats et les travaux convergeront donc vers ce qui nous unit et rassemble, à savoir l'intérêt général de la population djiboutienne et le développement économique de notre pays. On écoute le président. Bienvenue à tous au sein de cet hémicycle et merci d'honorer par votre précieuse présence cette séance d'ouverture de la session budgétaire de l'Assemblée nationale. Les 4 mois dédiés à la tenue
des séances budgétaires seront sans doute le plus important de l'année pour le fonctionnement de notre pays. En effet, c'est au cours de la session budgétaire que les élus que nous sommes débattants et échangeants ont envie d'adopter le budget de l'État pour l'année à venir. Un acte majeur qui implique clairvoyance, sens de responsabilité et de priorité. L'ouverture de cette session intervient à un moment où notre pays cherche à se relever d'une pandémie mondiale qui a ébranlé notre vie en société et fait vaciller dans une certaine mesure les assises de nos projets et nos structures socio-économiques. Pour faire face à la pandémie Covid-19, notre pays, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qu'Allah l'assiste, a pris des mesures concrètes qui ont permis au pays de lutter efficacement contre cette pandémie. Ces mesures ont permis à notre pays de protéger notre population tout en répondant à leurs besoins essentiels. En outre, en droit fil de valeurs d'entraide mutuelle et de solidarité nationale chères à nos compatriotes, la Nation a favorablement répondu à l'appel lancé par le chef de l'État et comme le dit dicton de sagesse populaire, la solidarité doit s'éclairer à l'ombre de l'espoir. La mobilisation des ressources pour lutter contre la Covid sur le territoire national nous réjouit certainement, même si nous aspirons à davantage. L'Assemblée nationale a largement participé à l'élan de solidarité nationale et la mobilisation des fonds de solidarité pour aider le gouvernement à gérer au mieux la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 dans le pays. Mon engagement envers vous demeure franc et intact. Une seule volonté a toujours animé mon action politique, servir humblement l'intérêt de tous les Djiboutiens et vous servir avec honneur et sincérité. Et prenant la parole à son tour, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed est revenu donc sur les différentes mesures qui ont été prises durant les 10 mois de confinement par le gouvernement et les autorités sanitaires concernant la pandémie du Covid-19 et son impact sur la population. On l'écoute. L'ouverture de la session budgétaire est une tradition nationale qui permet d'exprimer les orientations budgétaires de la politique gouvernementale et qui marque l'entrée politique. Cette année, elle s'effectue dans un contexte national et international sans précédent. Le monde vient de connaître une très grave crise sanitaire. Djibouti n'a pas été épargné, mais à l'initiative du chef de l'État, le gouvernement a très tôt adopté des mesures pour tester, tracer et traiter. Cependant, avant même toute expression sur le fond du sujet qui nous rassemble aujourd'hui, je tiens à m'associer à la douleur de ceux qui ont été frappés par la maladie du Covid-19, ceux et celles du corps médical, des secours de première urgence, bien évidemment, mais aussi ceux qui ont risqué leur vie en première ligne pour faire appliquer les consignes gouvernementales de confinement. Je vais rendre hommage aux forces de sécurité et de défense qui ont payé un très lourd tribut. Ceux et celles qui ont continué à travailler pour assurer les fournitures de première nécessité et la continuité du service public, notamment ceux de la RTD, de Djib Telecom et des réseaux sociaux dont le rôle d'information préventive a été important
auprès de la population. Et tous ceux et toutes celles aussi qui ont respecté les consignes gouvernementales. Je tiens à cet égard à remercier toute la population. Sans la participation de tous et de toutes, le pays n'aurait pas réussi à tenir bon contre cette épidémie. Le travail n'est pas achevé. Il nous faut encore rester vigilants. Il faut respecter les gestes barrières qui sont sans cesse rappelés par les autorités sanitaires. Si nous avons gagné une bataille contre ce virus, nous n'avons pas encore gagné la guerre. Nous ne devons pas oublier que ce virus tue. Malheureusement, il n'est pas encore possible de l'éliminer sûrement avec un médicament ou de s'en protéger avec un vaccin. Mesdames et messieurs, malheureusement, nous avons pu constater une fois de plus que, comme dans toutes les guerres, ce sont les plus vulnérables qui souffrent le plus. Or, cette crise sanitaire a immédiatement entraîné une grave crise économique. Et les plus vulnérables sont ceux qui se trouvent dans les situations les plus critiques sur le plan économique. C'est pourquoi, dès le début de la crise, le gouvernement a mis en place des mesures de solidarité nationale pour pallier aux conséquences financières et sociales de cette crise sanitaire. Ainsi, pour continuer à assurer les ressources nécessaires à tous ceux qui ont dû brusquement cesser leur activité pendant le confinement, les salaires des employés du secteur privé ont continué à être payés. Ceci a pu se faire grâce à une répartition des financements entre l'État, les entreprises et les employés eux-mêmes. De la sorte, les licenciements massifs ont été évités. Je salue ce rassemblement solidaire de tous les employeurs et de tous leurs salariés qui ont suivi les mesures gouvernementales. Mais c'est surtout vers les plus démunis que l'effort du gouvernement s'est porté très rapidement. Les programmes de soutien aux populations défavorisées ont été déployés avec plus de rapidité par les ministères en charge, comme ceux de la solidarité nationale, de la femme et de la famille, de l'agriculture et du développement rural. Je n'oublie pas aussi ceux de la santé, de l'éducation nationale, surtout pour ce qui concerne plus particulièrement des régions de l'intérieur. Les quartiers populaires de Djibouti, où vivent de nombreuses personnes du secteur informel, n'ont pas été négligés. Des distributions d'aide alimentaire ont été rapidement effectuées dans tout le pays. La communauté internationale, à plusieurs reprises, a souligné le travail exemplaire et rapide fait par le gouvernement pour lutter contre cette pandémie. Ces résultats est la fierté du peuple djiboutien dans sa totalité. Et par la suite, poursuivant son intervention, le Premier ministre est revenu sur l'industrialisation des entreprises nationales, sur l'emploi et ainsi que la jeunesse. On l'écoute. Mesdames et messieurs les députés, je dois aussi préciser que cette crise du Covid-19 a eu des conséquences sur l'avancement des grands projets de développement sur lesquels le gouvernement travaille. Tous ces grands projets qui transforment le paysage économique et social du pays depuis quelques années déjà. Ils ont maintenant tous repris leur activité. Je fais référence ici à tous ces grands projets qui consolideront la mutation de Djibouti en un centre économique et financier moderne, ouvert sur le monde entier. Je pense à tous ces projets qui valoriseront encore plus les infrastructures performantes des ports et des zones franches qui ont déjà été construits. Ainsi, nous savons aujourd'hui qu'au trafic habituel des conteneurs au port de Doralé s'ajoute le transport par voie maritime des conteneurs frigorifiques. Ce supplément de trafic démontre que notre port est suffisamment compétitif pour pouvoir y faire transiter aussi des marchandises périssables. C'est la création de nouveaux circuits de commerce entre l'Afrique et le reste du monde qui se fait ainsi. Ceci doit être souligné car il ne s'agit pas seulement d'une simple augmentation du trafic portuaire, il s'agit de l'ouverture d'un champ de l'activité portuaire de Djibouti.
Le port de Djibouti aura maintenant en plus pour ambition d'augmenter ses parts dans le marché international de cette nouvelle activité, le transport des conteneurs frigorifiques. Nous avons apprécié aussi le fait que le port de Tadjoura, avec la nouvelle route internationale du Nord vers Balho et l'Éthiopie, est maintenant pleinement opérationnel. Nous en mesurerons prochainement tous les effets positifs directs et indirects sur l'ensemble des acteurs économiques de la région. Nous constaterons en effet que la création de nouvelles activités annexes et donc de nouveaux emplois se fera dans la région nord, comme elle a été fait autour de la capitale après la construction de très importantes infrastructures portuaires de Doralé. Un nouveau pôle de développement est maintenant créé dans le nord du pays. Mais surtout, nous verrons prochainement que le parc industriel de Damirjoog, pour lequel les premiers travaux préparatoires avaient débuté en 2018, va rapidement devenir une des plus grosses réalisations du pays. Dans un premier temps, ce sera un grand port pétrolier, des terminaux et une zone de stockage. Mais plus tard, sur 3000 hectares, on verra s'ajouter une base industrielle lourde avec des zones de stockage de pétrole, une raffinerie, un terminal méthanier, un atelier de réparation des navires, une centrale électrique et une usine de matériaux de construction. Cela révolutionnera l'activité économique de Djibouti de la même manière que nous avons vu notre économie se transformer depuis une quinzaine d'années. Le port de Doralé et les zones franches nouvelles, celles du PK23, ont modifié la structure de notre économie. Cette économie était auparavant basée sur la seule activité de l'ancien port de Djibouti et la petite zone franche qui était adossée. Or, ce qui a été imaginé dans ce projet de Damirjoog va devenir une réalisation encore plus grandiose qui transformera profondément le pays. Le président de la République sera toujours pour nous le grand visionnaire de développement du pays, l'homme qui permet de relancer l'espoir du peuple djiboutien. Je pense que le saut d'échelle dans la croissance du pays sera plus important encore que celui qui a été obtenu avec la création du complexe portuaire de Doralé. C'est comme un nouveau départ dans le développement. En effet, dans cet énorme projet basé sur les réalités de production de gaz éthiopiens, de nouveaux secteurs de production apparaîtront à Djibouti. Ce sera plus une croissance des secteurs du commerce, des transports et de la logistique. Ce sera l'apparition de nouvelles activités de production, celles de l'industrie de transformation et de l'industrie lourde liées aux produits pétroliers et au méthane. Mesdames et messieurs, les perspectives d'emploi et de création d'entreprises de toute taille sont énormes. La zone franche du PK23 deviendra sûrement trop petite et une extension devra y être envisagée. Mais attention, nous devons être prêts pour ces grands rendez-vous pour l'emploi des jeunes. Le gouvernement s'y prépare déjà au niveau de la formation, de l'éducation, en collaboration avec les ministères concernés du travail et de diverses formations professionnelles et techniques. Le gouvernement adaptera la formation supérieure et la formation technique aux nouveaux critères de postes à pourvoir. L'adéquation entre la formation et l'emploi est la clé de la réussite pour l'emploi des jeunes. Et clôturant son intervention, le Premier ministre a indiqué que le gouvernement djiboutien, avec à sa tête le président de la République, n'a ménagé aucun effort pour porter aide et assistance à la population djiboutienne durant la crise de la Covid-19 et les protéger donc contre cette pandémie. On écoute le Premier ministre. Mesdames et messieurs, pour répondre à cet important potentiel de développement industriel, le ministère de l'Énergie envisage avec l'EDD un développement rapide et important de la production électrique à partir des sources d'énergie vertes. Les projets sont connus et vont se concrétiser prochainement. Une très importante implantation d'éoliennes est en cours entre le Goubet et le lac Assal. Un champ de panneaux solaires va être installé au Grand Bara. Et la production de la géothermie se développera à Galalé-Koma et dans le Hanlé,
à Grabaïs, précisément. Et dans un premier temps, près de 300 MW seront produits in fine par ces projets d'énergie renouvelable. Ceci permettra de faire face aux nouveaux besoins énergétiques de la croissance de notre économie. Ceci permettra aussi de réduire notre dépendance énergétique et même de mettre en place une politique de réduction des prix de vente du kilowattheure. Mais le gouvernement envisage aussi d'exploiter des sources nouvelles d'énergie renouvelable dans l'avenir. Des études sont entreprises pour développer l'énergie marémotrice avec des hydroéoliennes, ce qui permettra d'ouvrir encore de nouvelles grandes perspectives de développement. La recherche dans tous les domaines est lancée dans notre pays. Nous devons tous aussi faire preuve d'imagination pour accompagner la vision du chef de l'État. Le développement de l'énergie verte renforcera la mise en valeur de notre position géographique sur le plan des télécommunications. Ce nœud de communication des câbles sous-marins entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe sera renforcé. Notre pays deviendra un grand centre international financier, commercial, de communication et de télécommunications. Ceci ne bénéficiera pas seulement à la capitale, mais à l'ensemble des régions. Le développement du numérique est un des atouts de Djibouti, et il n'est pas le seul. Le tourisme a été signalé à plusieurs reprises. Ce secteur a été retenu par le gouvernement pour servir de laboratoire à la mise en œuvre du programme de suivi-évaluation de l'action gouvernementale. Ce programme, placé sous mon autorité, a souffert du retard causé par les conséquences du Covid-19, mais il va reprendre. Je peux vous annoncer que les perspectives du développement du secteur touristique sont grandes et prometteuses. Nos sites touristiques seront valorisés comme ce sera le cas, par exemple, au lac Abbé, avec le bout à but thérapeutique. Pour son développement, le secteur touristique profitera de l'environnement pacifique offert par notre pays. La paix sociale, la stabilité politique, le contexte économique et financier constituent des atouts de poids. Des grands projets de construction d'hôtels sont en cours, mais de nombreux autres sont en préparation avec des chaînes hôtelières internationales. Mesdames et Messieurs les députés, le travail du gouvernement ne s'arrête pas à la lutte contre la pandémie qui frappe le monde et qui menace notre population. Il ne s'arrête pas non plus à la mise en place des grands projets structurants qui vont continuer à transformer notre économie pour le bonheur de nos enfants. Le gouvernement œuvre également chaque jour pour répondre aux soucis quotidiens et aux attentes de toute la population. La vie de tous les jours, la réduction des difficultés ressenties par chaque Djiboutien ou chaque Djiboutienne font partie des préoccupations majeures du président. Depuis le mois de septembre 2019, le gouvernement s'est attelé à cette tâche de manière différente des autres années. Le rapprochement avec le peuple a été opéré d'une nouvelle manière et le gouvernement s'est rendu à l'écoute des citoyens sur le lieu même où les Djiboutiens ressentent les difficultés. Des tournées gouvernementales ont été organisées dans toutes les régions de l'intérieur. Outre les préfectures qui ont été visitées, une autre localité de chaque région aussi a été visitée. Les préfets et les conseils régionaux y ont participé. Le gouvernement a été attentif au discours des élus locaux, des responsables administratifs et régionaux et d'autres représentants des habitants. Leur doléance a été recueillie, analysée et classée pour être transmise au ministère technique concerné. Le chef du gouvernement a suivi avec la plus grande attention de ce travail de l'ensemble des ministères. Au début de l'année, le président lui-même s'est rendu sur le terrain pour écouter ces doléances. Il a pu vérifier que les premières réponses apportées répondaient bien aux attentes de la population. Il a déterminé la priorité de nouvelles sollicitations.
En nouvelle nationale, toujours le ministre de l'économie et des finances, Yasmous Adawale, a reçu dans son cabinet des potentiels investisseurs américains de la compagnie de construction Universal and Agro Fund One avec à sa tête d'Irané ACT. Au terme de cette rencontre, les discussions ont porté sur la culture hors sol, connue autrement sous le nom de l'hydroponie. Cette méthode de culture hors sol qui consiste à faire pousser des plantes dans l'eau en y injectant des nutriments minéraux, technique alternative qui connaît un certain succès avec un système de recyclage de l'eau. Cette délégation entend développer à Djibouti un système hydroponique exclusif qui permet la production d'aliments frais cultivés localement tout en garantissant la durabilité de l'eau et de l'énergie. La mise en place de plusieurs structures de serre résistantes aux intempéries avec des systèmes hydroponiques subtropicaux. La mise en place d'un premier projet de production alimentaire à l'échelle commerciale fera pousser des tomates, des oignons et des légumes feuilles et vise à approvisionner les marchés locaux. Cela permettra à Djibouti dans les années d'avoir donc une autonomie de production de fruits et légumes et l'amélioration de la sécurité alimentaire qui à son tour donnera un certain équilibre dans la balance commerciale. Et voici donc le point de presse santé quotidien concernant donc la pandémie de la Covid-19, un communiqué de presse hebdomadaire pour la période allant du 17 au 23 septembre 2020. Les données clés relatives aux activités de dépistage conduites au niveau des points d'entrée au territoire se déclinent comme suit. 1477 tests ont été pratiqués, un total de 65 voyageurs s'est avéré positif au test, soit un taux de positivité de 4,40%. Des voyageurs donc qui ont été donc dépistés au point d'entrée de l'aéroport international de Dambouli, au port et au poste frontalier terrestre. Et par compagnie aérienne, donc Air Djibouti, Ethiopian Airlines, Air France, Qatar Airways, Turkish Airlines, Fly Dubai, vol Amisom AD, vol AIE et vol spéciaux Nations Unies. Le bilan global cumulé depuis le 17 juillet 2020 se présente comme suit. 12 600 tests ont été réalisés, 453 personnes ont été testées positives à la Covid-19, soit un taux de positivité de 3,59% contre 3,48% sur le bilan global de la semaine dernière et 410 cas patients donc ont été déclarés guéris, soit un taux de guérison de 90,5% contre 88,91% la semaine dernière. Et le ministre de la Santé, Mohamed Ouassama Dili, a reçu les membres du nouveau conseil de l'ordre des professions médicales qui viennent d'être élus par leur pairs samedi dernier. L'entretien du ministre avec les nouveaux membres du conseil de l'ordre s'est déroulé en présence du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Meïké Mohamed Moussa. Le ministre de la Santé a saisi l'occasion pour discuter sur les idéaux qui fondent cette institution comme les principes de moralité, de probité, de dévouement indispensable à l'exercice des professions médicales, mais aussi à l'observation des devoirs professionnels et des règles déontologiques. Le ministre de la Santé a par ailleurs félicité le nouveau président du Conseil de l'ordre des professions médicales en la personne du chirurgien viscéraliste, Dr Suleiman Nour Aye, rappelant que ce conseil est institué par décret présidentiel en septembre 2007 et se compose de 11 membres nationaux, dont 8 médecins, d'un chirurgien dentistes et de 2 pharmaciens qui sont régulièrement inscrits au tableau de l'ordre et exerçant depuis au moins 5 ans. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Moussa Ahmed, a reçu également à son cabinet le nouvel ambassadeur de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie, Berhanu Abera. Lors de cette prise de contact, le ministre a souhaité la bienvenue aux nouveaux diplomates éthiopiens et par la suite, les 2 personnalités ont fait un tour d'horizon sur les nombreux dossiers que partagent les 2 pays d'une manière générale et surtout en matière de performances portuaires, routières, ferroviaires et aériennes. Enfin, les 2 responsables ont fait état de leur satisfaction quant aux relations étroites et privilégiées que partagent les 2 pays ainsi que leur peuple et ont exprimé leur souhait de raffermir davantage ces liens.
Le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Mouaiki Mohamed Moussa, a réceptionné un important lot de masques chirurgicaux et qui lui a été remis par le secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances, Abdelazar Ahmed Idriss. Il s'agit d'un don gracieusement octroyé par la Eastern and Southern African Trade and Development Bank à travers le truchement du département des Finances. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de la CAM, la centrale d'achat des matériels et médicaments essentiels, en présence de la directrice de la DEPSI, Noura Abdi, et du directeur de la CAM. Cette précieuse donation permettra de garantir un environnement sécurisé au personnel de santé. Ainsi que le personnel médical, pour l'effort inlassable qui a été fait depuis bientôt quelques mois afin de lutter contre le Covid. C'est un travail acharné, de nuit comme de jour, de sensibilisation, de prévention, de traitement et d'accompagnement qui a donné ses fruits. Si aujourd'hui nous disposons de 2 cas qui sont vraiment en baisse, et ça vraiment ça a le mérite de pouvoir signaler. L'une des raisons pour lesquelles on est arrivé à cette situation, je crois qu'il y a une très bonne campagne de communication qui est faite, notamment dans le respect des gestes barrières, à savoir la distanciation, les ports de masques. Et donc la raison aujourd'hui qui nous ramène justement à ce propos, c'est nous voulons, Monsieur le Secrétaire général, de la part du ministère de l'Économie et des Finances et de la Banque pour le développement et le commerce des pays de COMESA, vous restituer, vous remettre un lot de 100 000 masques qui vous sera très certainement utile pour pouvoir protéger les personnels médicaux qui sont au front dans la lutte contre le Covid. Et de son côté, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Mouaiki Mohamed Moussa, a tenu à remercier les généreux donateurs par le biais du département de l'économie et des finances pour ce geste hautement salutaire. À cet effet, Dr Mouaiki a rappelé ces dimensions solidaires et inclusives qui se reflètent à travers cette présente action de don qui conforte au passage le caractère multilatéral de notre lutte nationale contre la Covid-19. On l'écoute. Du ministère de la Santé, donc je voudrais vous adresser nos sincères remerciements pour ce lot de masques chirurgicaux offerts par la Banque pour le commerce et le développement des pays du COMESA, par le truchement du ministère de l'Économie et des Finances. Ces matériels de protection vont venir renforcer l'arsenal actuellement disponible au niveau du ministère de la Santé, au niveau de la CAM, pour venir travailler dans le cadre de tout ce qui est prévention du Covid. Vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, les résultats sont encourageants, les résultats sont rassurants. Il n'en demeure pas moins qu'il nous faut rester vigilants, il nous faut rester extrêmement vigilants. Et l'utilisation de ces masques procède de cette vigilance, donc procède de la nécessité de faire en sorte de protéger les uns et les autres. Alors, si je puis me permettre, cette donation ou bien ce don témoigne de la solidarité Sud-Sud. C'est un exemple de solidarité Sud-Sud. C'est également un exemple, et vous l'avez dit, la banque est consciente de la nécessité de la protection du capital humain. Et donc, c'est à ce titre qu'elle vient protéger ce capital humain ou qu'elle vient participer aux efforts qui sont déployés par les différentes institutions, et notamment l'institution financière qu'elle est, pour venir renforcer, aider les pays à renforcer leur riposte à la Covid-19. Donc une nouvelle fois, nos remerciements, les remerciements du ministère de la Santé, et comme vous l'avez dit, soyez-en assurés, le meilleur usage en sera fait. La reprise des cours des lycéens de l'enseignement général et technique dans le respect des gestes barrières de la Covid-19, à l'instar de leurs pairs du reste du pays, les lycéens des établissements secondaires de l'enseignement général et technique d'Ali Sabié ont repris hier le chemin de leur établissement. Plus de 550 élèves et donc de la ville à Sadio ont repris leur classe hier. Ainsi, les responsables d'établissements et professeurs étaient présents pour accueillir ces élèves. Le préfet de la région d'Ali Sabié, Moussa El-Migane, accompagné du président du conseil régional et de l'inspecteur de l'éducation, a effectué donc une tournée d'inspection dans les
principaux établissements de la ville d'Ali Sabiha afin de veiller au bon déroulement de cette rentrée. En premier lieu, le responsable de la région et leurs accompagnateurs se sont rendus au lycée Arré et à leur arrivée, les officiels et les accompagnateurs ont été accueillis par les responsables de l'établissement qui leur ont donc souhaité la bienvenue. Quelques instants plus tard, ce dernier les a introduits dans les classes de seconde. Les visiteurs de marque ont tous souhaité une bonne année scolaire aux nouveaux lycéens qui ont tous réussi leur admission du collège au lycée. En termes de taux de réussite, le lycée Arré a été le premier établissement de l'enseignement du pays avec un taux de réussite de 67,5%. En plus de cela, les lauréats heureux du bac de son établissement ont été majeurs de la réussite dans 2 filières, à savoir les séries L et SG. Nous avons accueilli la classe de seconde et la classe de première. L'effectif total de ces 2 classes s'élève à 550 élèves. J'aimerais passer en fait le succès et l'exploit réalisé par l'établissement, le lycée d'Ali Sabiha. Cette année, nous avons réalisé un exploit dans le baccalauréat général. Le lycée d'Ali Sabiha a ramené un taux de réussite de 67%, se classant ainsi premier de la République des établissements bibliques. Nous remercions le ministère de l'Éducation nationale, à sa tête, monsieur le ministre Moustapha Mohamed Mahmoud, l'ensemble de l'administration du MENFOB, et nous allons garder aussi le cap sur ce schéma. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, une convention a été signée hier entre le laboratoire national d'analyse alimentaire LANA et la société Jibah. Cette convention porte sur la réalisation des analyses microbiologiques et physico-chimiques des fruits de mer, en l'occurrence les céphalopodes et crustacés de la société Jibah, qui est une société d'exportation des fruits de mer sur le marché international. Cette convention de partenariat démontre désormais leurs compétences et leur capacité à produire des résultats d'essais et d'analyses justes, fiables et valides, renforçant ainsi la confiance qui leur est accordée tant au niveau national qu'international. De ce fait, le laboratoire LANA s'engage dès lors qu'il est accrédité UCAF ISO 1725-2017 à réaliser ses analyses officielles sous accréditation et de façon prioritaire et à appliquer les méthodes de référence en vigueur. La société Jibah, qui exporte ses produits dans le monde entier et plus particulièrement aux États-Unis, faisant appel à des laboratoires étrangers pour certifier ses produits, a pris la décision aujourd'hui de faire appel au laboratoire LANA, lui permettant ainsi d'exporter ses produits halieutiques vers le monde entier, aux États-Unis en particulier, et cela en bénéficiant d'un certificat de conformité international délivré par le LANA et à moindre frais de surcroît. Certificat basé donc sur des rapports d'essais reconnus internationalement, facilitant ainsi leur commerce à l'échelle mondiale. Ces analyses au LANA, qui délivre des certificats reconnus à l'international. La société Jibah, c'est une société qui fait dans la transformation et l'exportation de produits de mer. À ce jour, la société possède 2 certificats internationaux, dont le HACCP et le GMP, ce qui nous permet d'exporter nos produits de mer, les produits halieutiques, à l'international, y compris les États-Unis d'Amérique, l'Europe, le Canada et à peu près dans les pays asiatiques. Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité et la chance de signer une convention avec l'ANA, le laboratoire d'analyse d'alimentation nationale. Ce contrat, ce partenariat va nous permettre d'examiner nos produits à l'échelle locale, c'est-à-dire ce contrat va nous permettre de faire ressortir l'image et la notoriété de Djibouti pour que, à l'échelle internationale, le monde sache que Djibouti à ce jour possède des laboratoires d'analyse indépendants. Au préalable, la société envoyait ses échantillons à l'international pour qu'ils puissent être conformes et certifiés afin qu'on puisse envoyer nos exportations à peu près dans le monde. Et ce partenariat va nous permettre de ne pas être dépendants des pays étrangers. Et ceci va essayer de mettre en avant l'atout et l'image et la réputation de la République de Djibouti.
Et là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale et parlons donc du Covid-19, actualité depuis le début de cette année, restrictions sanitaires renforcées dans des métropoles européennes, Madrid et ses 3 millions d'habitants, ainsi que 9 communes de la périphérie seront bientôt isolées du reste de l'Espagne dès que le décret préparé par le ministère de la Santé sera publié dans les prochains jours. La communauté autonome de Madrid devra s'y plier. Le gouvernement central affirme qu'elle n'a pas le choix car elle remplit tous les critères. Un taux de contamination supérieur à 500 pour 100 000 habitants sur les 2 dernières semaines, un taux d'occupation des unités de soins intensifs supérieur à 35% et un taux de positivité aux tests de dépistage PCR supérieur à 10%. Salvador Illa, ministre espagnol de la Santé, a expliqué la décision du gouvernement. L'Espagne compte 769 188 cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie et près de 32 000 morts, dont 177 rien que pour la journée d'hier mercredi. À titre de comparaison, en France, l'état d'urgence sanitaire est déclenché lorsque le taux d'incidence atteint les 250 cas pour 100 000 habitants. En Haut-Karabakh, les combats se poursuivent. L'heure n'est pas à l'apaisement entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, où des volontaires viennent rejoindre les rangs des forces armées pour prendre part au combat. Les deux camps ont encore ignoré les appels au cessez-le-feu au 4e jour des affrontements. Les autorités de l'Azerbaïdjan accusent les troupes arméniennes d'avoir bombardé la ville de Tartar hier et d'avoir fait des blessés, tandis qu'Everan déplore des raids de Bakou qui auraient visé le nord du territoire séparatiste. Moscou assure que des combattants venus notamment de Syrie et de Libye auraient rejoint les zones d'affrontement. Le Kremlin a proposé une médiation pour réunir les chefs de diplomatie d'Arménie, d'Azerbaïdjan et de Russie et d'œuvrer à la désescalade. La veille, le Conseil de sécurité de l'ONU avait aussi appelé les belligérants à mettre fin aux hostilités. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti et bon week-end à toutes et à tous.